c'est pareil. Justement, donc, la maîtrise du foncier, c'est la question de la métropole de Rennes qui s'est très tôt démarquée sur ce point. Et donc, je vous remercie, Nathalie Demelay, responsable du service Habitat à la direction aménagement urbain, d'avoir tout de suite répondu présent pour participer à ce débat. Des événements récents, indépendants de votre volonté, vous ont obligé à doubler votre charge de travail, j'ai appris, et auprès des élus de la métropole, si bien que vous ne pouvez être présente parmi nous ce soir, comme initialement prévu, mais vous êtes parmi nous par écran interposé. Euh, je ne pense pas que cela empêche nos discussions. Merci encore d'être là. Au regard des enjeux de renouvellement de la ville sur elle-même et de l'objectif de zéro artificialisation nette, Madame de Melay présentera la stratégie de la collectivité et les nouveaux outils dont la métropole de Rennes a su s'emparer pour offrir le plus tôt possible aux habitants des logements conformes à leurs besoins. Pour les retenir également au moment où, suite à l'envolée des prix au début des années 2000, il quittait la métropole, suscitant le vieillissement de sa population. Persister à construire une ville durable dans une sorte de bricolage avec les seuls outils classiquement mobilisés jusqu'ici est insuffisant. Imaginer une ville qui soit à la fois désirable et économe, c'est-à-dire habitable, diverse et solidaire, nous impose des transitions fortes et des propositions pour que les populations qui le souhaitent y soient réellement associées. Dans le dernier ouvrage collectif publié en 2021, auquel il a participé, M. Max Rousseau, géographe, sociologue au CIRAD et chercheur en aménagement, a étudié les villes en déclin. C'est ce livre. Je pense que vous en parlerez, vous montrerez. Même si le phénomène tel qu'il le décrit ne touche pas aussi profondément notre département, le Gard et nos villes, il reste que les maisons murées, les panneaux à vendre, les devantures commerciales fermées, les locations de marchands de sommeil et les logements réservés à des résidences secondaires ou les Airbnb ne nous sont pas étrangers. De même que les modèles génériques de grands projets d'équipement culturel ou sportif ou encore de friches, qui s'appliquent sans tenir compte du contexte et que soulève Max Rousseau, ont également chez nous leurs effets délétères. Je vous remercie d'être venu apporter votre éclairage, votre regard de chercheur sur les pistes à privilégier sur le long terme, dont celle exposée par Nathalie Demelay. Si ces rendez-vous, ces cafés-débats que nous poursuivons ce soir, ne prétendent pas immédiatement proposer des réponses clés en main à des problématiques locales, les échanges qu'ils soulèvent sont un moyen de connaître les préoccupations des uns et des autres pour imaginer un cadre de vie qualitatif à l'aune d'une culture commune. Merci donc aussi à vous tous pour votre présence autour de nos deux intervenants qui marquent sans doute d'abord le souhait de faire une pause pour mieux comprendre des mutations qui nous dépassent parfois. Ensuite, sans doute la volonté d'y faire face par des choix individuels mieux éclairés, mais aussi le désir d'y prendre part collectivement, tout simplement en venant en parler. Ce sont ces attitudes que la mission de sensibilisation du CAUE permet d'encourager et qui, à côté de sa mission de conseil aux communes gardoises, plus technique, en crée toute l'originalité. Et je salue encore toute l'équipe du CAUE, comme de l'agence technique dirigée par Stéphane Carpou, de leur grande efficacité. Et je donne tout de suite, pour commencer, la parole à Madame Nathalie Demelay pour quelques minutes d'exposition. Et puis ensuite, on verra avec Max Rousseau pour un autre repas. Merci, vous m'entendez? Très bien. Bonjour à toutes et tous. Désolée de ne pas être en présentiel, mais effectivement, un événement indépendant de ma volonté ne m'a pas permis de me rendre à Nîmes. J'aurais bien aimé et c'est très difficile de vous parler par écran interposé quand tout le monde est en présentiel et que vous êtes derrière votre écran. Néanmoins, je vais essayer de vous livrer quelques éléments qui conduit aujourd'hui à mener notre programme local de l'habitat sur le territoire de Rennes Métropole. Alors peut-être resituer Rennes très rapidement et sa problématique particulière
par rapport à la question de l'habitat. Donc, Rennes Métropole, hein, c'est une intercommunalité de 43 communes. C'est environ 463 000 habitants et une progression démographique relativement importante, hein, puisque on a 5 000 habitants de plus par an, progression démographique qui est essentiellement portée par le solde naturel, ce qui nous différencie de beaucoup d'autres territoires. Donc, c'est le solde naturel qui est majoritaire dans notre progression démographique, même et bien entendu, on a un solde migratoire néanmoins qui est positif. Notre problématique, donc, on a une politique de l'habitat extrêmement, voilà, maintenant ancienne, enfin extrêmement ancienne, hein, qui vraiment née au début des années 90 avec un premier PLH en 1995 et depuis, effectivement, on structure nos PLH autour de la question de l'égalité au choix résidentiel sur le territoire de Rennes Métropole, qui est pour nous une question fondamentale. On est confronté à une forte tension démographique, comme je vous l'ai dit, et à une forte tension du marché du logement, qui ces dernières années a vu ses prix exploser avec un effet spéculatif indéniable, hein. On a des prix de l'immobilier en neuf qui sont passés effectivement d'une moyenne autour en dessous des 4 000 euros à 5 500 euros du mètre carré, 6 000 euros du mètre carré, voire 7 000 pour le cœur de la métropole. Et parallèlement, donc ça c'est notre situation, donc avec effectivement du coup des parcours résidentiels complètement bloqués, une demande de logement social qui a explosé. On est passé de 16 000 demandeurs en attente d'un logement social à près de 30 000 aujourd'hui, tout ça en moins de 10 ans. Donc, des délais d'attente qui s'allongent, des parcours résidentiels qui se bloquent, des demandeurs, des locataires HLM qui ne peuvent plus accéder au logement. Et donc bloqués dans leur parcours résidentiel, et puis surtout des nouveaux demandeurs qui arrivent et qui ne trouvent pas de solution sur le marché privé, donc qui, euh, qui vont déposer à leur tour une demande pour entrer dans le parc HLM. Donc on est confronté un peu à ce qu'on enregistre un peu sur l'ensemble des métropoles, hein, un blocage des parcours résidentiels sur l'ensemble des maillons de la chaîne et une incapacité à loger les ménages. Effectivement, on a des défis et qui effectivement nous conduit à restreindre ce qu'on un développement de notre habitat qui était, et en tous les cas de notre accueil, qui était quand même depuis des années un peu fondé sur le principe que effectivement les ménages à revenus moyens ou modestes qui souhaitaient accéder à la propriété, ils le pouvaient toujours en extension urbaine dans des opérations, dans des communes un peu plus éloignées du cœur de la métropole, mais il y avait toujours des possibilités. Or, la loi ZAN, enfin, c'est pas la loi ZAN, la loi climat et résilience imposant le ZAN, va supprimer cette possibilité de trouver aussi des points d'équilibre pour permettre d'accueillir les populations à revenus modestes à intermédiaires. Et par ailleurs, ce qu'il faut savoir pour planter encore le décor, et après j'en viendrai directement au sujet qui fait que effectivement je prends la parole ce soir. Et pour planter le décor, il faut savoir que Rennes Métropole a une politique d'accession sociale à la propriété qui date, hein, qui est ancienne, qui date d'avant les années 2000, hein, donc depuis 97, où on produit tous les ans 15% d'accession sociale à la propriété sous différentes formes de financement, hein, parce que depuis 97, les financements ont beaucoup évolué. On a fait du pass foncier, on a fait de la location-accession, on a fait aussi de l'accession sociale sans financement aidé de l'État, tout ça avec ou sans prêt à taux zéro. Enfin, on a mis en place une politique d'accession sociale à la propriété dont l'objectif est effectivement de permettre de développer des opérations à prix encadré par la métropole et le PLH sur un certain nombre d'opérations d'aménagement. Ça représente 15% de notre production annuelle.
Néanmoins, jusqu'en 2018, on s'est retrouvé confronté, dans le cadre de ce marché extrêmement haussier, à une à, à des produits immobiliers ayant un objet social, livrés avec un objet social, attribués à des ménages rentrant sous des plafonds de ressources et très vite se trouvant recyclés sur un marché immobilier très haussier. Et donc, parce que effectivement, les bénéficiaires de ces logements-là, ben, leur vie faisant, leur chemin, leur mobilité, leur projet, leur divorce, leur agrandissement familial les amenait à revendre leur logement de plus en plus vite en fonction des typologies et l'évolution aussi des années. Et on a vu toute cette production pour laquelle on a consacré 5 millions d'euros par an depuis 1997. Donc, on ne parle pas d'une petite production, on ne parle pas d'un petit budget, se retrouvait très vite recyclé sur un marché immobilier haussier et spéculatif. Donc, on est arrivé en situation en 2018 où effectivement, les élus de la métropole se sont posé la question, doit-on poursuivre cette politique d'accession sociale à la propriété pour permettre la fluidité du parc social, hein, parce que c'était l'objectif aussi, hein, c'était de permettre un parcours résidentiel aux locataires HLM en leur offrant des produits d'accession sociale à la propriété de qualité, euh, pour permettre aussi d'éviter un étalement urbain trop important et de favoriser aussi des opérations d'aménagement mixte avec tout type de revenus. Et donc, en 2018, face au constat confronté à la spéculation immobilière et au marché, je pense qu'on arrive à un tournant de notre politique publique en matière d'accession sociale à la propriété et une interrogation forte de la part des élus en disant, bah, voilà, c'est des opérations, c'est un investissement de one shot, de trop courte durée, et c'est un investissement qui ne permet pas, d'une part, d'assurer une abordabilité durable des logements, l'objet social des logements produits, et en tous les cas, qui pose vraiment des questions en termes d'efficience des aides publiques affectées à cette politique publique. Fort heureusement est apparue en 2018 la capacité de créer ce qu'on appelle des organismes de foncier solidaire et la possibilité de se dire, eh bien, on va faire, pour éviter ces phénomènes spéculatifs, on va dissocier le foncier du bâti. C'est ce qu'on appelle la dissociation foncier-bâti via un dispositif qui a été acté par la loi Allure, ensuite rendu opérationnel par les lois, les ordonnances Macron qui ont été prises par la suite, qui fait qu'à partir de 2018, on a pu créer en France des organismes de foncier solidaire, consacrant ainsi le principe de faire du foncier un bien commun, non spéculatif et durablement dissocié du logement. Donc, comme je n'ai pas de diaporama, puisque je suis en vidéo, si j'avais été en présentiel, j'aurais fait quelques slides. En revanche, j'ai envoyé un petit clip vidéo qui peut-être peut vous être diffusé et je poursuivrai après pour vous expliquer, rentrer de manière. Oui, alors on va essayer de passer le clip vidéo d'ici. Alors, c'était un clip destiné aux acquéreurs de logements. Donc, vous excuserez son côté très simpliste dans sa présentation, mais il a le mérite de bien expliquer, quand on parle de dissociation, de quoi parle-t-on? Voilà. Moi, de mon côté, je n'ai pas le son. Je ne sais pas si vous l'avez. De 525 euros. Nous souhaitons acheter un logement plus grand sur Rennes. Je m'appelle Ronan Dubois et j'ai 30 ans. Marié et papa d'une petite fille de 4 ans, nous attendons notre deuxième enfant. Actuellement, nous habitons à Rennes et louons un appartement T3 pour un loyer mensuel de 525 euros. Nous souhaitons acheter un logement plus grand sur Rennes, dans une commune tout proche. Avec un revenu mensuel moyen de 2200 euros, nous n'arrivons pas à trouver un bien sur le marché rennais qui nous permettrait de devenir propriétaire.
Connaissez-vous le dispositif de l'accession sociale sur les métropoles? J'ai un bail réel solidaire réalisé par l'association Foncier Solidaire et Métropole. Les logements sont vendus à des prix maîtrisés, jusqu'à 40% inférieurs au prix du marché libre. Pour en bénéficier, vos prix ne doivent pas dépasser un certain plafond fixé par la réglementation. Voilà. Bon, moi, je n'avais pas de son, mais j'imagine que vous aviez le son. Oui, oui, oui. On avait le son. Ouais. Là, on avait le son. Ok. Oui. Nathalie? Effectivement, oui. Vous m'entendez? Ça coupe un peu, mais C'est pas allez-y. facile. Oui, la connexion Internet est instable et je ne sais pas pourquoi elle est instable. Donc, juste poursuivre par rapport à ça. Donc, nous avons mis en place notre organisme de foncier solidaire. On en a fait vraiment un outil de mise en œuvre de notre PLH, de notre politique de l'habitat, pour dire effectivement l'ensemble des produits immobiliers à prix encadré, en dehors du locatif social, bien entendu, l'ensemble des produits immobiliers à prix encadré, eh bien, il fallait s'assurer que ces produits immobiliers qui font l'objet d'une orientation programmatique, d'acquisition foncière en amont ou en tous les cas de péréquation foncière avec d'autres opérations immobilières qui vont faire l'objet effectivement de financement direct ou indirect de la métropole, etc. Et bien que ces opérations immobilières, on puisse effectivement protéger leur objet social dans une durée beaucoup plus longue que celle qui préexistait avant la mise en place des OFS. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place notre OFS qui nous permet de dissocier le foncier. Et comme vous l'avez vu dans le petit clip, du coup, les acquéreurs de logements, ils sont acquéreurs de leur logement, ils sont réellement propriétaires de leur logement, ils acquièrent effectivement des droits réels immobiliers qu'ils peuvent revendre, qu'ils peuvent transmettre, mais comme ils ne sont pas propriétaires de leur logement, les conditions de la revente sont encadrées par le propriétaire du foncier et définies dès l'origine. Donc, les conditions de la revente, c'est de revendre au prix d'acquisition initiale, réactualisé du coût de la vie, etc. Tout ça, ça a permis de sauver notre politique d'accession sociale à la propriété, parce que je pense que les élus auraient abandonné le fait de produire un segment de marché en plus du mouvement social pour favoriser le parcours résidentiel, euh, puisque pour le coup, ils ont la certitude aujourd'hui, d'une part, de pouvoir conserver dans la diale des biens ainsi produits et surtout d'avoir une meilleure efficience des aides publiques,
puisque 1 euro investi, ça va par la collectivité, ça va bénéficier au premier acquéreur, mais aussi au deuxième, au troisième, au quatrième acquéreur, puisqu'on a solvabilisé pendant la durée de vie totale du bien immobilier, on a solvabilisé le prix d'acquisition, le prix de vente de ces logements-là. Donc pour nous, c'est extrêmement important et partant de ce constat-là, effectivement, on sait d'une part, alors je ne vais pas trop faire compliqué parce que je suis en visio, mais on est en train de réfléchir à un mécanisme de dissociation sur d'autres produits immobiliers en dehors de l'OFS, mais sur des dissociations un peu plus temporaires cette fois-ci. Et surtout, et surtout, on se dit que dans un contexte ZAN, si on n'est pas un peu offensif sur cette question du foncier un bien commun, eh bien très vite nos territoires vont devenir inabordables dans la durée, puisque le contexte surenchérir va faire en sorte que effectivement on va avoir une surenchère sur les produits immobiliers au cœur de nos territoires. Donc pour nous, c'est extrêmement important voilà, de mettre en place cette dissociation et on va le faire avec nos nouveaux PLH sur quasiment 2000 logements par an, donc quasiment tous nos produits en accès. Là, on vous entend plus du tout. Ouais, peut-être qu'en coupant la vidéo, ça sera. Allô? Est-ce que c'est un problème de réseau d'ici ou. Ah, c'est rien, je sais pas qui va. Oui. Nathalie, vous nous entendez? Nous, on ne vous entend pas, mais si vous coupez la vidéo, on aura peut-être plus de bande passante et ça sera plus facile pour le son. Vous m'entendez? Là, on ne vous entend pas très bien. Est-ce que Vous vous pouvez couper votre m'entendez? vidéo? Oh, je vais la couper. Parce que comme ça, on aura la bande passante pour le son. On s'était arrêté à couper, je crois. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, un peu mieux, oui, visiblement. Alors, vous êtes parti. Elle s'est déconnectée. Je pense qu'elle va essayer de se reconnecter. Voilà. Oui, me revoilà. Oui, on vous Bon, entend. je suis désolée, ça coupe et je ne comprends pas pourquoi. Problème de bande passante ce soir. Je ne sais pas à quel moment on s'est arrêté. Je voulais juste dire, et notamment pour rejoindre un peu votre problématique, c'est la question aussi, on a beaucoup réfléchi à l'échelle de la Bretagne sur la question aussi du développement de la dissociation foncier bâti et la manière dont on peut garantir, parce qu'au-delà de la question de l'objet social, c'est aussi la question des statuts. C'est comment on garantit, quand on fait de la dissociation foncier bâti, au-delà du prix, c'est la question de qui va habiter. C'est une autre manière, par exemple, de maîtriser le développement des résidences secondaires. Puisque à partir du moment où vous êtes en dissociation foncier bâti, que vous vendez un logement via un bail réel solidaire, vous le vendez à des ménages occupant le logement. Il faut que ce soit leur résidence principale. Donc, à l'échelle, par exemple, sur la zone littorale, en Bretagne, c'est vraiment un point extrêmement important aussi de garantie aussi de l'équilibre sur le type d'habitat qu'on produit et la manière dont cet habitat est, puisqu'il y avait des lotissements entiers qui étaient acquis et qui partaient pour des résidences secondaires à des ménages qui développaient de la résidence secondaire ou du Airbnb ou des choses comme ça. Donc là, effectivement, avec le développement des OFS et cette dissociation, c'est une autre manière aussi de maîtriser l'évolution de sa sociologie, de sa population, etc. En termes de commercialité, donc nous, on est à près de 1000 logements qui ont été vendus en dissociation. Bah, ça se vend très, très bien. Voilà. Ça se vend au-delà même de nos espérances. C'est pour ça qu'on avait fait un clip vidéo, celui qu'on vous a passé, parce qu'on pensait que effectivement, il aurait pu avoir quelques réticences des acquéreurs
de ne pas se sentir complètement propriétaire. Mais en réalité, c'est une fausse idée. Les gens, ils veulent se loger. Et c'est ça qui est déterminant et c'est le premier critère, c'est la capacité à se loger, la capacité à capitaliser. Puisque au lieu de payer un loyer, de donner 500, 600, 800, 1000 euros de loyer par mois qui partent, eh bien les gens, ils remboursent un prêt. Et au fur et à mesure, bah, ils capitalisent. Et puis, c'est une autre manière aussi de se constituer un capital pour peut-être réaliser un autre parcours résidentiel en pleine propriété par la suite dans des biens existants. Donc voilà, je ne vais pas être trop longue parce que je sais qu'en visio, ce n'est pas très pratique et en plus, vous ne me voyez plus. Mais je peux répondre à vos questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être on fait un tour de questions ou on laisse la parole à Max pour avoir des questions sur la fin? On peut faire ça, si vous êtes d'accord, on va enchaîner avec, là on a bien compris, hein, la métropole de Rennes est contrôlée, elle est prise sur la durée, et puis effectivement faire que la personne ait un logement lorsqu'elle le souhaite, et un logement qui correspondait à leurs besoins. Donc effectivement, on laisse plutôt étudier également ce foncier, combien est public, combien est commun, dans des politiques de décroissance, dont il va nous parler tout de suite, hein, dans mon discours, je vous passe la parole, et ça sera clair. Et ensuite, effectivement, on pourra passer au petit débat. Ok. Simplement pour faire l'interlude, donc effectivement, ces OFS sont apparus avec la loi ALUR, qui date de 2014, et se sont inspirés des community land trust. Donc effectivement, je sais ça parce que notre Rousseau a étudié des villes américaines également, et en fait, ça consistait à extraire le sol, land en fait, des biens de la propriété privée, on a compris, de placer entre les mains d'une entité qui en serait le dépositaire, un trust, et l'administrerait dans l'intérêt du plus grand nombre community. Voilà. D'où viennent ces OFS, en fait, c'est pas nouveau. Effectivement, cela impose la création de structures à but non lucratif, comme Nathalie Desmoulins l'a expliqué. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Je sais pas. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un micro ou C'est pour Nathalie. Non. En visuel, elle entend son micro? Je ne sais pas, il faut demander. S'il y a moyen de parler sans micro, moi ça me va très bien. Si vous m'entendez. Nathalie, est-ce que vous nous entendez sans micro? Oui, oui. Je vous entends. Ah, très bien. Alors on y va. Mais je pense que sans micro, ça va. Ok. Donc, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je m'appelle Max Rousseau. Alors, je ne suis pas spécialiste particulièrement du logement. Par contre, effectivement, je m'intéresse beaucoup aux questions des villes en déclin, donc à peu près l'inverse de ce qu'on a vu là, avec le cas de la métropole rennaise. Et donc, je m'exprime plutôt au nom d'un. Enfin, là, je vais me faire plutôt ce soir le porte-parole d'un petit collectif de chercheurs qui sont plutôt issus justement de la diagonale des villes, comme on dit, dont plutôt du nord-est de la France. Et donc, on a mené plusieurs enquêtes durant la dernière décennie dans tout un tas de villes en déclin. Voilà. Et donc, effectivement, le livre dont on parlait au début propose une synthèse d'une de nos enquêtes. C'est un projet qui s'appelait Alter Growth et qu'on a mené pendant 6 ou 7 ans dans tout un tas de villes en déclin en France. Alors, rien que le titre déclin urbain est une forme de provocation politique de notre part, parce qu'en général, quand on commence à faire des entretiens avec des élus
des villes qu'on a ciblées, qu'au étant en déclin, ils n'ont pas très envie de nous parler parce qu'ils considèrent que non, leur ville n'est pas en déclin. Donc on arrive avec une batterie d'indicateurs, avec des courbes démographiques qui vraiment montrent que le déclin est absolu, me semble-t-il, mais non, non, on est toujours dans une attente d'un rebond qui pourtant ne vient pas depuis assez longtemps désormais. Voilà, donc je commence par cette photo que j'ai prise moi-même dans la ville où j'ai fait mon doctorat, donc Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est une ville intéressante parce que c'est la seule grande ville de France à connaître un déclin depuis assez longtemps. Et c'est à mon avis justement une des raisons pour lesquelles on a pendant longtemps dénié la question du déclin en France, comparé à des pays comme l'Allemagne, par exemple, ou les États-Unis, où cette question est mise sur l'agenda politique depuis assez longtemps. C'est, je pense, une des raisons, c'est qu'effectivement, le déclin n'a que très peu concerné les grandes villes dans ce pays. Plutôt les villes moyennes et petites qui sont concernées. Et là, maintenant, je pense qu'à peu près tout le monde dans cette salle est au courant de ce problème, ce qui n'était pas forcément le cas il y a une dizaine d'années seulement. J'ai pris cette photo parce que pendant longtemps, ces photos, elle est prise en sortant de la gare centrale de Saint-Étienne. Il y a plusieurs gares à Saint-Étienne. La principale, c'est la gare de Châteaufeu. Et pendant très longtemps, pendant plusieurs années, il y avait un terrain vague qui était enfin, c'était issu d'une démolition. Hein. Quand on sortait de la ville, et ben, quand on sortait de la gare, on arrivait de Paris ou de Lyon, on avait donc ce terrain vague en friche avec des herbes qui poussent. Et la hauteur des plantes montre que ça fait longtemps hein, que le terrain il est vacant. Et donc, c'est un terrain qui est intéressant parce que normalement, la gare centrale d'une grande ville, c'est un peu la vitrine, hein, c'est un peu, comment dire, la première image qu'on va avoir de la ville en sortant du train. Donc, normalement, les élus voilà, font un travail justement sur la sortie de gare. Et là, ce n'était pas possible parce qu'en fait, la ville voilà, n'est pas forcément très attractive pour des investisseurs. Voilà. Et donc, ce terrain vague, cette friche, hein, pose également tout un tas de problèmes. Et donc, on a mené des entretiens, par exemple, auprès de jeunes, notamment de jeunes femmes, sur leur pratique de l'espace urbain dans des contextes de déclin avec une multiplication des logements vacants ou des friches. C'est des endroits qui peuvent apparaître comme anxiogènes, hein, en particulier la nuit. Alors, quelques mots peut-être sur le déclin urbain. Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend une situation de décroissance démographique. Donc, c'est très simple. Hein, il suffit de prendre des recensements qui sont faits périodiquement par l'INSEE, puis de regarder entre deux recensements s'il y a une baisse de population, et que ça continue, on est en contexte de décroissance. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut également qu'il y ait, parce qu'après tout, la population de Paris intramuros baisse hein, depuis assez longtemps, mais ce n'est pas vraiment une ville en déclin, évidemment. Donc, il faut qu'il y ait d'autres processus qui s'articulent à cette décroissance, notamment ceux de la dévitalisation économique, c'est-à-dire d'une base économique qui s'effiloche hein, depuis longtemps. En général, la première raison, notamment dans un pays comme la France, ça va être la dévitalisation de l'industrie, donc la désindustrialisation qui débute à partir des années 60-70 sous l'effet de la compétition internationale, de la globalisation, des délocalisations, notamment en Asie du Sud-Est. Voilà. Alors, je dis ça, mais désormais, depuis la dernière décennie, on est dans un autre contexte de déclin avec l'entrée de nouvelles villes dans des processus de déclin qui sont cette fois-ci des villes de services, notamment des préfectures qui vont avoir des coupes hein, dans les services publics, une diminution du nombre de fonctionnaires, etc., etc. Donc ça, c'est une nouveauté hein, dans un pays comme la France et ça crée des nouveaux problèmes. Alors, les indicateurs, c'est assez simple. Hein, donc là, il y a plein de bureaux d'études qui sont mis à travailler là-dessus. Hein, c'est devenu un marché hein, au cours de la dernière décennie. On va trouver des indicateurs physiques. Donc, ça va être tout ce qui va être vacances industrielles, vacances commerciales, vacances résidentielles. Hein, donc, on va pouvoir regarder la progression de la vacance résidentielle à l'échelle d'une commune, par exemple. Et puis, surtout, ça va être des indicateurs sociaux, qui, moi, me paraissent plus importants. Les indicateurs sociaux, ils vont révéler une paupérisation de la population, c'est-à-dire un déclin de la sociologie communale ou de la sociologie de la ville. Pourquoi cette paupérisation? En fait, quand on parle d'une ville en déclin, bien souvent, les gens ont en tête l'image d'une ville qui perd des habitants, il y a juste les habitants qui partent et personne ne rentre. En fait, ce n'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on va avoir des pertes, mais ces pertes vont être sélectives. Généralement, et ça, alors c'est pas moi qui le montre, c'est les démographes qui travaillent avec nous, ils le montrent pour l'ensemble des villes en déclin françaises à partir d'une base de données, hein, et c'est indéniable, ils montrent que ça rejoint un peu le sens commun. Ceux qui vont avoir tendance à partir de la ville en déclin, c'est ceux qui en ont les moyens, c'est-à-dire les catégories sociales supérieures, donc les cadres, les professions intellectuelles, mais également les catégories intermédiaires, ce qui va être par exemple infirmier,
professeurs du secondaire, etc. etc. Donc, ces catégories vont avoir tendance à quitter la ville en déclin, mais ça ne veut pas pour autant dire que personne ne rentre. D'autres populations, d'autres types de populations vont quand même rentrer dans la ville en déclin, mais elles ne vont pas compenser numériquement la perte des habitants qui partent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est ce qu'on appelle, ça c'est pas moi qui l'appelle, qui appelle ça comme ça, c'est les démographes qui travaillent avec nous, et notamment Nicolas Cochidival qui co-signe le livre avec nous. On appelle ça donc des migrations sélectives, hein, parce qu'effectivement, ceux qui partent sont ceux qui ont les moyens de partir, notamment les jeunes, les cadres, donc les forces vives de la commune, et ceux qui rentrent sont des populations plutôt d'extraction populaire ou des inactifs. Donc, évidemment, ce jeu de base communicante va entraîner une paupérisation de la ville. Alors, les conséquences sont préoccupantes, donc ça va être des conséquences en termes d'une ségrégation qui va s'accentuer, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser, avec des stratégies d'évitement qui vont commencer à apparaître. Alors là-dessus, il y a tout un tas de travaux et de thèses qui sont sortis au cours de la dernière décennie sur des petites villes et des moyennes comme Nevers, par exemple, qui montrent ces stratégies d'évitement de la part de groupes sociaux dans un contexte de déclin. Typiquement, des stratégies d'évitement scolaire, etc., dans un contexte de déclin. Il va y avoir des conflits sur les ressources. À partir du moment, par exemple, où les emplois disparaissent, eh bien, l'emploi va devenir de plus en plus précieux. Hein. Donc là, je me réfère, par exemple, à un livre récent qui s'appelle « Ceux qui restent, faire sa vie dans les campagnes en déclin ». C'est un livre de l'ethnologue Benoît Coquart, hein, qui est sorti il y a 2-3 ans. Coquart parle de la Haute-Marne, hein, qui est une campagne en déclin, avec des pertes d'habitants, une campagne plutôt d'industrie, hein. Et il montre voilà, comment, à un moment, il va y avoir un poste de cadre C qui va s'ouvrir dans une commune à côté. Donc, voilà, pas un emploi forcément extraordinaire, mais il va montrer comment ça va déclencher vraiment des jeux d'opposition très fortes entre les groupes sociaux qui vont essayer de s'approprier cet emploi parce que plus le gâteau disparaît, évidemment, plus il faut avoir sa part. Un autre élément qui me paraît important, qui est issu d'enquêtes ethnologiques, c'est un rapport au temps qui va être spécifique. Donc là, je me base plutôt sur les travaux de sociologues allemands qui travaillent sur les villes d'ex-Allemagne de l'Est, comme quelqu'un comme Félix Ringel, et ils montrent comment dans les villes en déclin, les habitants vont développer un rapport au temps qui va être différent de celui qu'on va trouver dans une métropole florissante, telle que par exemple Montpellier ou Lyon. C'est-à-dire que dans l'ensemble, on va avoir des formes de nostalgie qui vont se développer, des nostalgies qui renvoient à une période durant laquelle, évidemment, l'activité économique était intéressante, les perspectives d'emploi étaient bonnes, et les perspectives de hausse des revenus étaient intéressantes. Et donc, ça va entraîner un rapport au temps, et on va se référer beaucoup plus fréquemment au passé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire justement dans le cadre de la France, en interrogeant des lycéens à Roanne, puisque Roanne, c'est une ville qui a perdu pas mal d'habitants, et on fait ça également. On va le préciser dans le Gard, effectivement, à la Grand-Combe, plus précisément, on va essayer de voir des jeunes et des personnes plus âgées en essayant de comprendre justement quel est leur rapport au temps, au moment où la mine était encore active. La dernière chose dont je vais parler, ce qui est intéressant, c'est que dans les villes en déclin et dans les territoires plus généralement en déclin, on peut voir émerger des formes de régulation sociale qui sont un peu différentes de celles d'avant. Dans les territoires industriels, traditionnellement, les formes de régulation sociale et politique, vous voyez des populations qui étaient encastrées sur le territoire par des formes, par exemple, de paternalisme, comme je sais pas, au Creusot, par exemple, où on grandissait dans un cadre qui était celui de nos parents, de nos grands-parents, je sais pas, dans le bassin mouillé du nord de la France, c'est un peu la même chose. Et donc, où la vie des gens était assez encastrée dans celle, finalement, de la compagnie qui régulait le territoire. Donc, à ces formes de régulation économique et sociale s'ajoutaient également des formes de régulation politique qu'on peut qualifier de clientélisme avec effectivement des circuits préférentiels pour doter tel ou tel type de population d'emploi ou de logement, etc., etc. Tout ça va s'effilocher, va s'effondrer au fur et à mesure que les ressources s'amenuisent sur le territoire sous l'effet de la globalisation et de délocalisation. Or, la nature ayant horreur du vide, d'autres formes de régulation vont commencer à émerger et prendre le relais de ces précédentes régulations. Alors là encore, je me réfère à la littérature récente, mais qu'on va retrouver dans un pays comme la France, mais qui en gros correspond à ce qu'on peut trouver dans d'autres pays, comme aux États-Unis ou en Allemagne, sans aucun problème, comme des formes un peu de clanisme, c'est-à-dire des formes de régulation dans lesquelles le groupe d'amis va devenir très très important. C'est typiquement ce que montre quelqu'un comme Coquart, encore une fois pour la Haute-Marne, où il montre que même le langage commence à changer sous l'effet du déclin du territoire. Et il donne l'exemple de phrases des jeunes qui commencent leur phrase par « nous d'abord ». Nous d'abord, et là, on va essayer d'avoir cet emploi. Nous d'abord,
cette ressource, on va essayer de la récupérer, etc. Donc, effectivement, on a des formes de canisme. Et donc, ce rapport au temps, qui est plutôt tourné vers le passé, et ces formes de régulation sociale plutôt claniques, vont effectivement expliquer pourquoi certaines forces politiques vont pouvoir tirer profit de ce type de mutation des territoires. Et là encore, on va trouver en France, avec un peu de retard finalement, des évolutions qu'on a trouvées depuis plus longtemps, par exemple dans la Rust Belt des États-Unis, où on a également enquêté, ou bien dans l'ex-Allemagne de l'Est, qui propulse l'AfD actuellement, comme si vous vous intéressez un petit peu à la politique étrangère, vous le savez, ou encore en Europe centrale. Voilà, alors je vois que je suis déjà en train de prendre beaucoup de retard. Je voulais simplement donner très rapidement quelques autres facteurs du déclin. Donc le premier, j'en ai déjà parlé, c'est la désindustrialisation, évidemment. Le second, c'est la transition démographique, donc c'est-à-dire le fait que la natalité baisse mécaniquement à partir d'un... On en parle beaucoup, là il y avait le discours présidentiel sur le réarmement démographique de la France, mais dans des pays comme le Japon ou l'Allemagne, ce sont des questions ou l'Italie, désormais, ce sont des questions qui sont prégnantes sur l'agenda politique depuis très longtemps. Évidemment, quand la natalité baisse et qu'il n'y a pas de recours à l'immigration pour des raisons politiques, mécaniquement, ça va se traduire par le fait que certains territoires vont rentrer en déclin. C'est assez logique. Le troisième facteur qui me paraît très important, c'est l'étalement urbain, donc c'est-à-dire en gros la périurbanisation faiblement organisée qui va directement concurrencer la ville-centre. Par exemple, avec un ami à moi, qui est maître de conf à Paris-Est, on a mené une petite enquête à Vitry-François, là encore dans l'ex-Champagne-Ardenne, dans la région Grand Est, où quand le TGV a été annoncé au milieu des années 2000, il y a eu des investissements de défiscalisation de la part des ménages aisés parisiens qui ont entraîné la création de lotissements destinés à accueillir des cadres parisiens ou franciliens en télétravail, qui finalement ne sont jamais venus à Vitry-François parce que le cadencement prévu par la SNCF a été bien inférieur à ce qui était espéré. Et donc, ces logements sont restés vides, les loyers ont commencé à diminuer et ont fini par être accessibles à la classe moyenne de Vitry-François, de la ville-centre, qui était en gros les instituts, etc., qui du coup ont quitté les logements sociaux de la ville pour partir dans ce type de lotissement. Et donc là, voilà, on a vraiment des concurrences qui vont pouvoir exister à l'échelle d'une interco, par exemple, entre la périphérie et la ville-centre. Généralement, c'est la ville-centre qui est répulsive parce qu'elle concentre le parc de logements le moins intéressant. On pourrait également parler de la néolibéralisation des politiques d'aménagement qui va favoriser les dynamiques de métropolisation avec une concentration des investissements plutôt dans les grandes villes. Pensons par exemple à la politique ferroviaire en France, ou même la politique universitaire qui va favoriser clairement des regroupements dans les très grandes villes. Et puis au détriment peut-être d'autres communes. La dernière chose, mais là je parle plutôt des pays des Sud, parce que j'ai longtemps vécu moi-même au Maghreb, où je me suis intéressé à cette question également, où là on voit effectivement le rôle du dérèglement climatique. Par exemple, si vous prenez un pays comme le Maroc, il y a un stress hydrique très fort et un dérèglement climatique causé notamment par le dérèglement climatique. Et donc, si l'agriculture commence à ne plus être productive, vu que les villes petites sont organisées autour de marchés, de souks, elles sont plus abondées par les produits agricoles et donc le souk à son tour commence à se digitaliser, ce qui fait que la ville moyenne à son tour rentre en déclin, ce qui provoque une immigration à destination de la côte qui maintenant concentre quasiment la moitié de la population marocaine est concentrée sur la côte entre Casa et Tanger. Voilà. Alors, je parle des Suds, je parle de l'Afrique, mais en fait, ça pourrait très bien être des situations qui pourraient arriver dans les Nords, peut-être dans le sud de la France, dans les prochaines décennies. Ça, c'est juste quelques cartes pour montrer que le déclin urbain n'est pas du tout un phénomène proprement français, c'est un phénomène totalement international. Cette carte, donc, c'est celle qu'on a faite dans le cadre de notre projet. Donc, c'est une carte en bleu, vous voyez toutes les villes qui déclinent de manière structurelle, qui perdent des habitants depuis une vingtaine d'années sans discontinuer. Et donc, on y trouve sans surprise qu'on qualifie de diagonale du vide, et peu de grandes villes, à part Saint-Étienne. Mais plutôt des villes moyennes et petites. En gros, un tiers des aires urbaines perd des habitants de manière structurelle dans un pays comme la France. Cette carte-là, je l'ai faite avec un collègue marocain. C'est une carte du Maroc. Et donc, on voit qu'au Maroc, plus de 15% des communes perdent des habitants de manière structurelle. Dont certaines perdent plus de la moitié de leur population. Ce qui est incroyable parce que le taux de natalité au Maroc est bien supérieur à celui d'un pays comme la France. Donc, on voit vraiment que là, quand on est dans un contexte de déclin, c'est vraiment que les choses vont super mal. Pour les raisons dont je vous parle, qui sont notamment liées à la crise climatique, mais pas seulement. Également pour des raisons politiques dont je pourrais revenir.
La dernière carte, c'est celle qui a été faite par des géographes chinois. C'est sur le déclin de zones, notamment minières et industrielles, obsolètes en Chine. Alors même que la Chine est l'atelier du monde et concentre la plupart de l'industrialisation, il n'empêche que le pays se fait concurrence à lui-même et donc on a également des phénomènes de déclin en Chine. Est-ce qu'il me reste encore un peu de temps ouais, okay. En gros, en France, si on essaie de comprendre le processus, on peut le décomposer en deux grandes étapes. C'est avant la crise de 2008 et après la crise de 2008. Avant la crise de 2008, le déclin, je pense que tout le monde ici ne va pas être très surpris, était circonscrit aux anciennes régions minières et industrielles, donc celles du Nord, du bassin minier, de la Lorraine, la sidérurgie, la région stéphanoise, et puis quelques zones minières plus spécifiques, comme par exemple la Grand Combe, etc., ou des petites villes des Pyrénées. Très bien. Tout ça n'est pas très surprenant. Par contre, ce qui se passe, c'est que depuis 2008, on va avoir une accélération, on va avoir à la fois une accélération de la décroissance, donc les villes qui n'allaient déjà pas bien vont aller encore plus mal et de plus en plus vite, en même temps une diffusion spatiale du processus. Ça va concerner la France, ça va concerner le nord de l'Angleterre, ça va concerner l'Espagne, l'Italie, l'Europe du Sud beaucoup, mais donc en particulier la France. Pourquoi? Ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir une diffusion de la décroissance aux villes petites et moyennes, à la fois sous l'effet de la crise économique qui va davantage frapper les régions industrielles, les villes industrielles, mais également en raison des politiques d'austérité. Par exemple, les problèmes de non-remplacement de certains, les fermetures de casernes. Typiquement, les fermetures de casernes, elles ont un impact direct sur, je peux parler de Châlons-en-Champagne, que je connais bien. Châlons-en-Champagne va perdre à la fois la préfecture plus la caserne, alors que c'est une ville administrative, et ce depuis la Révolution. Donc, évidemment, pour une ville de service, c'est la catastrophe. Donc, ça fait qu'à partir de 2008, tout un ensemble de villes qui se pensaient préservées vont rentrer en déclin dans un pays comme la France. Ça va avoir des conséquences politiques majeures. Alors, le problème, c'est que pendant très longtemps, on n'a pas voulu voir ça. Pourquoi? Alors, pour plein de raisons que je peux dire assez rapidement. La première chose, c'est que bon, alors pendant longtemps, en France, on a eu un petit aménagement assez ambitieux, assez volontariste. La France, c'est un État fort, centralisé. C'est pas comme l'Angleterre ou les États-Unis. Et on a eu cette transition progressive depuis ce qu'on appelle le keynésianisme spatial, c'est-à-dire des investissements qui partaient de Paris, pilotés par la Qatar, et puis qui essaient de toucher un peu les régions périphériques, vers un soutien effectivement aux métropoles à partir des années 80-90. Mais dans l'ensemble, une autre chose qui est importante, c'est que pendant très longtemps, on a eu une prévalence du dogme de la croissance à toutes les échelles de gouvernement. Donc, il était impensable de parler de décroissance, encore moins d'accompagner la décroissance. Je peux vous donner un exemple. En 1986, un rapport est produit depuis Paris pour adresser la question de l'avenir du bassin minier du nord de la France et préconise justement d'accompagner le déclin inéluctable de ce bassin minier. Le rapport va être enterré sous l'effet de la mobilisation très forte des élus du nord de la France. Et je ne critique absolument pas leur mobilisation, juste pour comprendre pourquoi, effectivement, ça a été mis directement sous le tapis. Troisième point, comme je vous le disais, pendant très longtemps, le processus de déclin en France n'a pas vraiment concerné les grandes métropoles, à part Saint-Étienne, qui, à partir de la fin des années 70, la fermeture de Mamie-France, etc., va commencer à avoir de grandes difficultés. Dernière chose, et c'est sans doute la plus importante, en France, on a des processus de redistribution très forts par des systèmes de retraite, de retraite publique, par des systèmes de fonction publique qui restent robustes, par des systèmes de pension, etc., etc. Et ces systèmes ont permis pendant longtemps de masquer le problème du déclin. C'est-à-dire qu'on a pu voir, malgré la perte des emplois, ce qui était assez localisé dans certaines régions, ça a été plus ou moins compensé par ces mécanismes de redistribution largement invisibilisés, mais qui permettaient finalement aux gens de tenir avec des pertes de revenus, mais qui restaient jouables. Et donc, ça a pendant longtemps ralenti la montée, je pense, du ressentiment. Alors, encore une fois, si on compare avec des pays plus libéraux traditionnellement, comme les États-Unis, effectivement, on a quand même une spécificité française là-dessus. Voilà, donc du coup, ce que je veux dire, c'est que pour toutes ces raisons, pendant longtemps, en fait, c'est notre hypothèse, en fait, les villes en déclin ont été livrées à elles-mêmes pour traiter le problème un peu de manière isolée, un peu toute seule. Je donne juste un petit exemple marrant, parce que j'aime bien Saint-Étienne, et du coup, je pourrais prendre l'exemple de la couleur de Saint-Étienne, le jeu autour de l'image de Saint-Étienne à travers sa couleur.
Saint-Étienne, dans l'imaginaire collectif, c'est la ville noire. À l'époque du 19e siècle, ceux qui construisaient l'imagerie d'une ville, c'était notamment les écrivains voyageurs, et puis les peintres, les artistes. Et ben, vu que c'était une ville d'extraction de charbon, il y avait effectivement de la suie sur les bâtiments. Et donc, là, l'image de la ville, c'était celle de la ville noire. J'ai fait un entretien avec un maire qui est mort depuis, qui s'appelle Michel Durafour, qui est économiste, et lui m'expliquait que lui avait pris conscience dès la fin des années 60 que l'industrie n'avait pas d'avenir à Saint-Étienne, et donc il fallait changer l'image de la ville. Donc il a proposé une fusion avec une ville, une petite ville de périurbaine qui s'appelle Saint-Victor-sur-Loire. Le but de la fusion était de pouvoir récupérer le suffixe sur-Loire pour l'accoler à Saint-Étienne. C'est ainsi que Saint-Étienne est devenu Saint-Étienne-sur-Loire pendant 3 ans. Pendant 3 ans, au tournant des années 70. Et donc, Saint-Étienne-sur-Loire, ce n'était pas seulement un symbole. L'idée, c'était d'accompagner la transition de Saint-Étienne vers une économie résidentielle, vers une économie de service, vers une économie touristique. Et donc, de sortir de l'image de la ville noire pour avoir l'image d'une ville bleue, en fait, celle de la Loire, qui est particulièrement bleue en plus par là-bas. Au milieu des années 2000, alors à la fin des années 70, ce plan ne marche pas, la fusion fait faillite, et il y a une nouvelle image qui va être conférée à Saint-Étienne, qui est l'image verte. Parce que là, en 76, l'équipe de foot locale, qui est très forte, va arriver en finale de la Coupe d'Europe. Et puis, c'est une équipe qui draine sa main-d'œuvre localement, notamment de la Loire. Et c'est une équipe populaire qui plaît pas mal, qui est très populaire, avec des chansons, etc. Et vu que l'équipe en plus pratique un foot assez offensif et romantique, avec des ailiers chevelus, elle va gagner une grande popularité. Et donc, la ville va devenir la ville verte pendant assez longtemps. Et moi, quand j'étais au Maroc, en disant que j'étais de Saint-Étienne, je me faisais plein d'amis. Au milieu des années 2000, il y a une affaire de caisse noire, et donc le club descend en deuxième division, et finit par remonter au milieu des années 2000. Donc moi, à l'époque, je travaillais aussi plus ou moins dans les politiques de la ville à Saint-Étienne, et je pensais que ça allait être un cadeau pour les élites urbaines. Pas du tout, c'était plutôt une catastrophe. La catastrophe, c'était que le retour de la ville du club en première division pouvait remettre sur l'agenda la question de la ville noire, puisque le vert, c'était également l'équipe populaire et ouvrière. Or là, l'idée, c'était vraiment de relancer Saint-Étienne autour du design notamment, et donc d'activités de services de pointe. Du coup, ça a déclenché une mobilisation des élites locales. L'idée a été de changer en catastrophe l'image de la ville pour éviter qu'elle ne redevienne la ville verte. Donc, ils ont fait appel à un artiste plasticien qui a proposé de faire de Saint-Étienne la ville jaune, le jaune étant la couleur de la créativité. Et donc, il y a eu une journée qui a été organisée en demandant à tous les Stéphanois de descendre en jaune. Alors, pas grand monde ne l'a fait, sauf des écoliers, parce que c'est un public captif et qu'il faut qu'ils fassent ce que la maîtresse leur demande de faire. Mais il y a eu pas mal de tensions en fait dans la ville à ce moment-là, et la journée jaune a été un échec. Mais simplement, je faisais cette réflexion pour montrer que ces histoires d'images et de symboles dans les villes en déclin sont assez anciennes, parce que c'est livré. Alors, maintenant, je voudrais terminer en expliquant en nuançant mon propos et en essayant de montrer qu'au cours de la dernière décennie, et notamment, je pense, au cours des 5 dernières années, les choses ont beaucoup changé. Et donc, désormais, la question du déclin des territoires et plus généralement des inégalités territoriales a explosé, à la fois dans les médias, dans les discours publics, mais également a commencé à être prise en charge, évidemment, par les politiques publiques. Pour plusieurs raisons, je vois 4 facteurs. Le premier, c'est le succès controversé du concept de France périphérique, donc un livre qui a été écrit il y a une décennie à peu près, et qui est un livre qui est très critiquable pour plein d'aspects, qui est pas vraiment un livre scientifique, mais qui est un livre qui a clairement été très utile, parce qu'il a mis sur la table ces questions de manière claire, et il a été extrêmement lu, notamment par les praticiens et les élus locaux. Je suis sûr que dans cette salle, plein de gens, par exemple, ont lu ce livre, et ils ont bien fait, parce que c'est un livre intéressant. La deuxième chose, c'est la montée inexorable du Rassemblement national en prenant appui notamment sur ces espaces en général en mauvaise santé. Et d'ailleurs avec une stratégie électorale très assumée de partir justement de ces espaces. Donc, qui a entraîné une réaction politique. La troisième chose, je vais plutôt aller direct à la quatrième pour pouvoir revenir sur la troisième. La troisième chose, ça va être le mouvement des Gilets jaunes, donc à partir de 2019, qui va notamment prendre appui sur ces territoires dévitalisés. Donc là, c'est une carte qui a été faite par le démographe
Hervé Lebras, où on voit effectivement se dégager parmi les départements les plus mobilisés au moment des Gilets jaunes, ce qu'on qualifie de diagonale du vide. Et la dernière chose, c'est quelque chose, c'est un processus qui est plus silencieux, mais qui peut être très intéressant, dont on peut discuter ici, c'est la mobilisation des acteurs ancrés. Les acteurs ancrés, c'est une traduction de la part d'un terme anglais qui s'appelle les anchored institutions, donc les acteurs ancrés. C'est quoi les acteurs ancrés? En fait, quand on est dans un territoire en déclin, que ce soit une ville ou une campagne, on a deux options. Par exemple, si on est un acteur économique, on a deux options. La première option, ça va être l'option d'exit. En fait, on voit que le chiffre d'affaires diminue parce que la clientèle est moins solvable et puis parce qu'il y a de moins en moins de gens. Donc, on va mettre la clé sous la porte et on va partir en général pour une métropole, par exemple. Ça va être la première option et c'est ce qui explique le déclin des territoires. La deuxième option, ça va être quand on n'a pas cette possibilité d'exit. Donc, en fait, quand on est captif du territoire en déclin et que du coup, on subit en fait les conséquences du territoire. Alors, aux États-Unis, ceux qui ont notamment politisé la question du déclin, c'est les universités. On peut transférer aux États-Unis un club de basket, il peut changer de ville, si c'est possible, du football américain, mais l'université ne peut pas changer. Elle est bloquée dans son quartier, à Baltimore, elle est bloquée à... Bon, et bien souvent, les universités les plus prestigieuses des États-Unis, qui sont souvent également les universités les plus prestigieuses du monde, sont concentrées dans des quartiers pauvres et en déclin, des villes du Nord-Est, où elles ont été fondées depuis 2 siècles désormais. Et donc, ces acteurs, dans les États-Unis, les universités américaines, comme les universités françaises, normalement, ne sont pas des acteurs politiques, ce n'est pas leur compétence, c'est des acteurs neutres qui sont censés subir. Mais quand vous êtes une université, en fait, qui est dans un contexte de déclin, en même temps, vous faites payer très cher aux étudiants, ça peut être 80 000 €, par exemple, 80 000 $ pour un master dans une bonne université, vous attirez des étudiants du monde entier qui vont pouvoir payer ces frais d'inscription élevés. Vous ne pouvez pas attirer des étudiants qui viennent de l'autre côté de la planète si vous leur proposez un environnement urbain dégradé avec du deal, etc., et des démolitions à tous les coins de rue et des problèmes. Donc, ce qui explique pourquoi les universités ont eu tendance à rentrer dans le pouvoir urbain et à commencer à imposer imposer des conditions. C'est la même chose dans le nord d'Angleterre, par exemple. En France, ce n'est pas ça ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est plutôt la mobilisation des bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux également ne disposent pas d'option d'exit. Et donc, si jamais la population se paupérise sous l'effet des migrations sélectives, ce dont je vous ai parlé il y a à peu près un quart d'heure désormais, elle va avoir plus de mal à payer des loyers. Si vous avez également de moins en moins de gens, tout simplement, sur le territoire, vous allez avoir une augmentation de la vacance. Or, les logements vacants, ils coûtent cher parce qu'il faut quand même les maintenir, etc. Donc, en fait, le business model commence à décliner à son tour et donc à poser la question de la survie du bailleur. Donc, c'est ce qui s'est passé notamment dans le nord-est de la France, il y a à peu près 5, 6, 7, 8 ans, avec des jeux mais qui étaient totalement visibilisés pour, par exemple, avoir des avenants à l'obligation de reconstruire à l'identique en cas de démolition, en disant, de toute façon, on ne peut plus reconstruire à l'identique parce que personne ne viendra. Et si on construit, c'était le cas à l'Île-de-France, si on construit à l'identique, de toute façon, on ne pourra pas remplir et nos caisses vont continuer à s'effilocher. Mais donc, l'État a dit OK. Mais par contre, il ne faut surtout pas que les gens le sachent, il ne faut pas en parler. On va faire ça, mais de manière silencieuse. Et puis ensuite, oui, les bailleurs sociaux ont proposé une charte des territoires défendus. On va vraiment essayer de mettre le débat à l'agenda. Alors, je pense qu'aujourd'hui, les villes en déclin sont à la croisée des chemins. Pendant longtemps, donc, ce sont des villes c'est ce qu'on peut qualifier de villes sans politique, c'est-à-dire que à partir du moment où on ne reconnaît pas un problème, c'est impossible de le traiter. Et du coup, c'est ce qu'on appelle des villes sans politique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de politique publique qui était destinée spécifiquement à ce type de ville. Donc, ça explique pourquoi ce sont des villes qui ont eu tendance à utiliser ces bonnes recettes entrepreneuriales, c'est-à-dire ces recettes comme ce que j'ai montré pour le cas de Saint-Étienne, des recettes, des tentatives de changer absolument l'image de la ville par des méga-projets, etc. Et pendant longtemps, ce sont ces villes qui ont fait ça, pas seulement en France, mais un peu partout, mais qui désormais, et surtout depuis la crise de 2008, je pense, oscillent entre deux modèles. Un modèle qu'on pourrait qualifier de hyper entrepreneurial, donc vraiment en allant jusqu'au bout dans ses recettes pour essayer de survivre. Je pourrais donner l'exemple de la ville de Roanne, qui pendant le confinement a proposé une prime d'installation à des Lyonnais qui voudraient quitter Lyon pour s'installer
à Rouen. Où là, je sais pas, à Sedan, là, je disais il y a 3 mois que pour attirer des médecins, la ville de Sedan, qui est une ville en déclin, pas loin de la frontière belge, propose de donner le nom des médecins qui s'installent à des rues de Sedan. Donc, on est vraiment dans des stratégies de vente, de désespoir, en fait. Des stratégies de désespoir que j'aurais pas pu imaginer il y a encore 5 ans, par exemple. Donc ça, c'est ces stratégies que je qualifie d'hyper-entrepreneuriales. Et de l'autre, des politiques qu'on pourrait qualifier d'alternatives, donc des politiques post-croissance, c'est-à-dire des politiques qui ne font plus de la croissance, l'alpha et l'oméga des politiques publiques. Donc ça nécessite une bonne dose de courage politique. Il faut être capable, pour les élus, d'engager un capital politique spécifique, ce qui explique que, par exemple, souvent, on va avoir des maires un peu mavrés, plutôt jeunes, avec des faibles appartenances partisanes, etc., qui vont enclencher ce type de politique. Après, les gains politiques, quand on enclenche ce genre de stratégie, peuvent être super élevés. Je vais terminer là-dessus. C'est une politique de décroissance planifiée. C'est un plan qui a été proposé à Détroit il y a une dizaine d'années par le maire de l'époque, qui était un ancien basketteur professionnel de l'ordre de on s'en fiche. En gros, voilà. Donc lui, ce qu'il a proposé, mais ce n'était pas le premier à l'avoir fait. Le premier, c'est le maire de Youngstown, dans l'Ohio, qui était un jeune maire de 35 ans, qui a dit, bon, de toute façon, on ne gagnera plus jamais d'habitants. Autant l'accepter, et au lieu d'essayer d'attirer, de créer des logements pour attirer des gens qui n'en vont jamais, continuer à en démolir. Et avec la démolition, par contre, on a un foncier qui peut être un bien commun qu'on peut mettre au service de nos communautés avec des usages qui pourront améliorer la qualité de vie des habitants qui restent. Donc ça, c'était assez révolutionnaire. Ça a tellement bien marché que le maire de Youngstown a été une star et a été appelé par Obama pour avoir un poste à responsabilité. Donc, il n'a jamais mis en œuvre son plan. Mais d'autres ont essayé de s'en inspirer, comme effectivement le maire de Détroit. Donc là, voilà, un plan d'occupation des sols, c'est le plan actuel. Donc en jaune, c'est tout ce qui est dévolu au résidentiel. Et le plan, là, c'est effectivement de démolir à peu près 80% de la ville et de maintenir simplement les quartiers qui sont où il y a eu le moins. Faut bien comprendre que la ville a perdu les 2 tiers de ses habitants sur 50 ans. Donc les quartiers les plus stables, c'est ceux-là. Et donc, l'idée, c'est de maintenir les quartiers les plus stables, de transférer la population. Là, vous avez des pertes de population de à peu près 80%. Là, vous n'avez que 20% de pertes. Donc, vous transférez ces habitants de là à ici. Et à la place, avec le foncier libéré, vous le démolissez. Et donc, vous faites ce qu'ils appellent l'infrastructure verte bleue, c'est-à-dire des infrastructures qui opèrent dans la transition, des énergies renouvelables. Ça a commencé à être mis en œuvre dans une ville comme Suivant. On a écrit un outil là-dessus, justement, avec des coopératives qui sont abondées par ce type de stratégies qui sont permises parce que le foncier est libéré. Ça ne donne pas des résultats extraordinaires à l'échelle de grandes villes, bien sûr que non, mais ça a effectivement généré quelques centaines d'emplois dans des quartiers où il y en avait tout simplement. Voilà, donc je pense que j'ai m'arrêté là. J'ai déjà beaucoup trop long et je vous remercie.